Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, au programme, nous allons faire un tour de toute l'actualité française. Garde à vue ou convocation des adversaires politiques, censure, mise en coupe réglée des médias. Les attaques contre les libertés individuelles sont devenues désormais légion. Pour que le pouvoir s'impose, tout est permis et d'ailleurs sur YouTube aussi. Alors plus que n'importe quand, je vous demande cette semaine de jouer le jeu, de partager cette émission au maximum, de cliquer sur le pouce en l'air, de laisser vos commentaires. Tout cela améliore le référencement et je puis vous affirmer que ces derniers temps, YouTube ne nous rend pas la tâche facile. Alors je compte sur vous. À tout de suite. Et à mes côtés cette semaine, Didier Maisto. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancien directeur de Sud Radio. Vous avez également travaillé un peu dans les coulisses de la politique, notamment à droite. Vous êtes ensuite rapproché en 2017-2022, surtout 2022, des Insoumis pour les élections. Vous avez également, et vous l'êtes toujours je crois, été très engagé pour la cause des Gilets jaunes. Vous avez été dans toutes les manifestations, vous avez fait votre travail de journaliste. Ces Gilets jaunes qui réclamaient notamment, en plus de ne pas être éborgné à chaque manifestation, d'être entendu notamment par les voies démocratiques. Didier Maisto, pour commencer, jeudi, le chef de l'État a décidé de renouer avec son adoration pour l'Europe à la Sorbonne, 6 ans après son premier discours. Il est revenu, il a fait un discours fleuve, plus de 2 heures. Dès à présent, je vous propose de l'écouter, d'écouter quelques extraits, puis après je vous donne la parole. La lucidité et l'honnêteté commandent de reconnaître que la bataille n'est pas encore gagnée. Loin de là. Et qu'à l'horizon de la prochaine décennie, parce que c'est cet horizon-là qu'il nous faut saisir, le risque est immense d'être fragilisé, voire relégué. Parce que nous sommes dans un moment inédit de bouleversement du monde, d'accélération de grandes transformations. Et mon message d'aujourd'hui est simple. Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Nous avons commencé à repenser notre géographie dans les limites de notre voisinage. L'Europe se pense désormais comme un ensemble cohérent après l'agression russe, en affirmant que l'Ukraine et la Moldavie font partie de notre famille européenne et ont vocation à rejoindre l'Union le moment venu, comme les Balkans occidentaux. Alors peut-être première question, que pensez-vous de cette opération qui a dû coûter fort cher? Oui, enfin il y a à boire et à manger. C'est le en même temps, c'est le spécialiste des oxymores, Monsieur Macron. Ça fait quand même 7 ans qu'il est là. Il fait un constat, le même qu'il avait fait il y a 7 ans d'ailleurs, en disant l'Europe puissance, la nécessité d'une souveraineté européenne, ce qui ne veut strictement rien dire. La souveraineté ne peut s'exercer que dans un cadre national. Il remesure et il se félicite de tout le chemin parcouru. Et à la fin, il conclut par l'Europe est mortelle. Elle peut mourir. Bon, paraphrasant Paul Valéry, qui ne le demandait pas, sans doute, d'où il est. Donc, pour autant, sur le fond, il y a une certaine part de vérité. Et je dirais, le problème de l'Europe, c'est pas qu'elle peut mourir ou qu'elle est subclaquante, c'est qu'elle bouge encore. Et pour moi, elle bouge encore un petit peu trop. Qu'est-ce que l'Europe? C'est un agrégat de... même pas de souveraineté, un agrégat de différents intérêts particuliers, une Europe néolibérale, une Europe qui déréglemente et qui réglemente à rebours pour tous les petits commerçants, les artisans, les citoyens et les indépendants. Donc on voit bien qu'il y a une logique néolibérale qui est à l'œuvre, dans un cadre encore plus large que celui de la mondialisation. On voit que l'Europe s'est complètement vassalisée, est devenue le 51e État américain. Elle a été torpillée de l'intérieur par le Royaume-Uni. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est sorti, mais l'Ukraine semble prendre le relais. L'Ukraine est aussi un État américain.
les complotistes disaient, on m'avait traité de complotiste quand il y a déjà un certain nombre d'années, je disais qu'il y avait des bases de la CIA, rappelez-vous, en Ukraine, on me disait mais qu'est-ce que tu racontes, enfin, etc. Aujourd'hui, on voit que c'est le pays sans doute le plus corrompu de la planète, qu'il y a de la traite d'êtres humains, que toute l'élite ukrainienne, il suffit de voyager un petit peu ou d'aller sur la Côte d'Azur l'été et dans les palaces ou à Courchevel, dans les stations les plus huppées, les hôtels les plus huppés. Mais pas au front. Mais pas au front. Au front, oui, les pauvres gens qui ne peuvent pas choisir. L'âge de la conscription a été abaissé par Monsieur Zelensky. Il y a déjà 600 000 femmes qui sont engagées. C'est un véritable massacre. Le front fait 1000 km, même plus, de long sur 30 km de large. Et d'après les gens qui sont sur le terrain, on serait plutôt autour de 600 700 000 morts aujourd'hui. Donc voilà quelle est la situation. Alors, mort clinique de l'Europe, oui, c'est vrai, mais de quelle Europe parle-t-il exactement? Est-ce que c'est l'Europe de Madame van der Leyen qui fait du trafic, en fait, de médicaments, hein, puisque elle a signé de façon... elle a eu des échanges de SMS avec le président de Pfizer, cette affaire est en cours, mais son mari aussi, le baron van der Leyen, aristocratie allemande, est le directeur d'une société américaine, une multinationale qui s'appelle Orgenesis, qui est dans la thérapie génique, et qui a fondé des filiales, n'est-ce pas, dans plusieurs pays de l'Union européenne pour bénéficier des fonds de relance américains, des fonds de relance européens. Il a capté les fonds de relance, puis il a dissous complètement ses filiales. Est-ce que c'est cette Europe-là qu'on veut? Est-ce que c'est l'Europe parce que M. Macron, il est fort, il nous vend l'Europe de la défense. Quelle défense exactement? L'Europe de la défense de la France qui veut ouvrir son parapluie pour les autres parapluie nucléaire pour les autres pays européens, ou l'Europe de quoi parle-t-il en fait quand il parle de mutualiser nos efforts dans une souveraineté? Il se fabrique en France en une année ce qui se tire de munitions en une nuit sur le théâtre ukrainien. Nous avons 220 chars Leclerc, 220 chars d'Active en circulation. Il y en a peut-être 100 qui fonctionnent. Nous sommes capables de projeter au maximum 25 000 hommes, parce que pour un homme combattant, il en faut 6 derrière en termes de logistique, etc. Tout ça est une farce. Donc, il met en avant une certaine souveraineté, une certaine puissance, comme si, je parlais d'agrégat, comme s'il y avait une conscience politique en tant que continent, et que les différents pays qui composaient l'Europe étaient unis dans un but politique, économique, et avec une même stratégie. Il y a du dumping économique, il y a du dumping social. Les intérêts de l'Allemagne, on l'a vu, ne sont pas ceux de la France. Les intérêts de la Pologne ne sont pas ceux de l'Allemagne. Quant à étendre cette Europe des 27, qui est déjà un maelstrom, à d'autres pays, ben pourquoi pas? Je voudrais juste revenir très brièvement sur ce qu'il a dit sur cette Europe-là. Les racines étaient anciennes, etc., et que ça se décidait aujourd'hui pour demain. Non, ça s'est déjà décidé. Parce que quand le mur de Berlin est tombé à la fin des années 80, en 89, et que la Russie a tendu la main à l'Europe, parce que le tropisme naturel de la Russie, c'est de lorgner vers l'Europe. La Russie, c'est l'Europe, et qu'elle a été méprisée. Quand les accords de Minsk, auxquels nous avons participé, et plus que participé, ont été balayés, quand M. Hollande, un président ne devrait pas dire ça, mais il l'a dit quand même, a dit que les accords de Minsk n'avaient pas été respectés exprès pour permettre, avec la chancelière allemande à l'époque, à l'Ukraine de se réarmer. C'est bien qu'il y a une stratégie d'encerclement effectivement, de l'ancienne URSS, de la Russie. Enfin, quand il dit, M. Macron, que nous sommes petit à petit encerclés et que la donne a changé. Oui, la donne a changé, mais il fallait y réfléchir avant. Les BRICS sont en train d'émerger, et de quelle manière? Parce qu'ils ont compris ce que signifiait la souveraineté et la subsidiarité. Eux, ils ne se groupent, ils ne se réunissent que
pourquoi pour les sujets qui les intéressent. Hein, et ils gardent complètement, quand ils voient c'est des accords ponctuels et des accords ponctuels. Donc vous avez d'un côté les États-Unis qui, quoi qu'on en dise, même sur un fonds global de dédollarisation de l'économie mondiale, continue à pousser ses pions, a une industrie, un complexe militaro-industriel qui l'oblige à faire des guerres jusqu'à un certain point, parce que comme l'Ukraine ne peut plus payer aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'aller un petit peu jusqu'au bout comme ça, mais sans trop, mais après surtout d'aller acheter les terres agricoles, de reconstruire pour refourguer tous les produits qui sont possédés par cette fameuse multinationale BlackRock qui, cet organisme un peu monstrueux financier qui regroupe un certain nombre de multinationales dans la pétrochimie, la chimie, l'agriculture, l'agro-industrie, etc. Donc eux, ils font du business avec une extraterritorialité de leurs droits. Ça veut dire que partout chez eux, partout sur la planète, ils s'estiment chez eux. Ils peuvent vous promettre 1000 ans de prison, ça calme un petit peu. Et de l'autre côté, vous avez les BRICS. Et où il a raison, c'est que nous sommes pris en étau entre ces deux puissances, qui sont des puissances, parce que c'est le retour du nationalisme, d'une certaine manière. Il n'a jamais vraiment cessé. La Chine est un empire national. L'Inde est une puissance nationaliste. La Russie, d'une certaine manière, est aussi une puissance nationaliste. La Corée du Nord, la Turquie. Donc, vous voyez, ça pose tout un tas de questions. Et pour retrouver un peu de force nationale, pour trouver un peu de souveraineté, il faudrait pouvoir s'absoudre du joug américain que constitue... j'allais dire l'Union européenne, non, la Commission européenne, parce que Mme von der Leyen se comporte comme la présidente de l'Europe, ce qu'elle est de fait, parce que le barycentre, le centre de gravité, le centre de décision de l'Europe s'est déplacé du Conseil européen vers la Commission européenne, puisque on peut faire la guerre, on peut livrer des armes, on peut livrer des médicaments, on peut interdire et supprimer un média sans passer par la légitimation d'un vote. Voilà, donc... c'est aussi ça, une forme de fascisme. J'avais dit ici, sur ce plateau, en 2017, si M. Macron est élu, nous basculerons dans le fascisme soft. Je laisse tout le monde juger. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a vu ce discours d'Emmanuel Macron et en parallèle, on a vu une tribune publiée dans Le Figaro. Évidemment, c'était à dessein, cette concordance. 50 personnalités ont signé une tribune. Parmi ces personnalités, Arnaud Montebourg, Nicolas Dupont-Aignan, Marcel Gauchet, Michel Onfray et bien d'autres encore. Ils alertaient sur une résolution du Parlement européen dont l'objectif est très clair, c'est mettre fin au droit de veto, c'est-à-dire recourir systématiquement à la majorité qualifiée et non à l'unanimité en réalité. Ils mettent également en garde contre cette hyper-centralisation que vous évoquez de la Commission européenne. On a l'impression quand même que les critiques à l'égard de cette Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui s'amplifient un maximum. Oui, elle s'amplifie parce que les citoyens se rendent compte en fait que ceux qui passaient pour des oiseaux de mauvais augure, dont je faisais partie à l'époque, puisque vous avez l'amabilité de citer au début droite, gauche, mais en fait, moi j'ai toujours été souverainiste. Et j'ai commencé mon engagement politique aux côtés de Philippe Séguin. Et il me semble que voilà, je suis attaché à une certaine idée de la France et que le CNR, c'était quelque chose qui fonctionnait. De Gaulle a fait une alliance allant des communistes à l'extrême droite, et c'est comme ça que le pays a retrouvé les voies de la réconciliation, de la prospérité et d'une certaine grandeur. Bon. Donc oui, c'est très très grave ce qui se passe, mais de toute façon, ils ont bien fait de faire cette tribune. J'aurais pu la signer sans aucun problème. De toute façon, ça commence à être aussi de l'autre côté objectivé, verbalisé par M. Glucksmann aussi, qui dit notre projet est celui d'une Europe fédérale. Donc effectivement, supprimer le droit de veto, continuer dans la centralisation technocratique, parce que le macronisme aussi, ces 7 ans, nous donne une indication très précise de ce qu'est le macronisme. C'est à la fois c'est à la fois tout et rien. C'est à la fois tout et rien, mais c'est le pire des systèmes, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois du néolibéralisme, on voit qu'il privilégie toujours les grands groupes et la financiarisation de l'économie, et c'est aussi une administration très tatillonne, qui pratique la censure, qui aime bien enfermer les gens, les QR codes, la numérisation, cette espèce de totalitarisme rampant. C'est-à-dire, c'est l'alliance du pire. Et M. Macron adore ça, avec tous ces petits... Il adore
ses applis, surveiller ses ministres, rappelez-vous un moment, vert, rouge, orange, l'état d'avancement des dossiers. Ce sont des gens qui gèrent les comportements, qui ne s'intéressent plus à l'humain, un peu comme l'ont fait les Chinois au début des années 2017-2018 avec le programme social, qui a tendance maintenant à s'étendre. On a des permis à point, et puis si on regarde un site interdit, si on fume une cigarette dans un lieu, voilà, si on ne paye pas une amende, ben on ne peut plus voyager. Puis on a son nom qui s'inscrit en grand, en rouge quand on passe un portique. Puis après, on ne peut plus se loger, on ne peut plus travailler, on devient un paria, un sous-citoyen, un métèque. Donc c'est le pire des deux systèmes. Et évidemment, on voit bien là que c'est une première étape, et je pense que ça n'a pas été encore dit, mais ce qu'ils ont dans la tête, c'est de l'utilité, comme on disait avant, de l'utilité d'avoir encore des élections. Parce que pourquoi finalement avoir un droit de veto? Pourquoi voter? Il y a eu un amendement du MoDem, d'ailleurs en ce sens, hein, qui proposait de revenir à une élection censitaire avec des grands électeurs pour l'élection du président de la République qui ne se serait plus faite au suffrage universel. Donc vous voyez, chaque fois, c'est un peu des ballons d'essai qui sont jetés comme ça. Et je pense qu'ils considèrent qu'il y a une élite qui sait et un peuple qui doit se soumettre. Parce que l'élite, dormez, braves gens, on sait ce qui est bon pour vous, c'est ce qui s'est passé avec le confinement. On catégorise les gens, on suspend les récalcitrants, après les avoir fait applaudir en tant qu'essentiels, dans une espèce de catharsis théâtralisée complètement ridicule. Et donc on joue avec les comportements, on gère les comportements, et quand on regarde au bout du bout, qui est le bénéficiaire final? Ben ce sont des entreprises apatrides, internationales, qui n'ont pas leur siège en France, qui ont quelques établissements stables ou fixes, et qui font leurs bénéfices à l'étranger, qui ne payent pas d'impôts. Premièrement. Deuxièmement, le paroxysme de tout ça, c'est que vous avez des cabinets de conseil. On dit ils sont trop importants dans la gestion de l'État. Non, non. Les cabinets de conseil ont pris le contrôle des États et des sociétés occidentales. À telle enseigne que quand En Marche a été créé, c'était tout le personnel de McKinsey qui est devenu le personnel d'En Marche, qui a ensuite irradié les cabinets et qui a eu des retours. Mais en fait, ne pas comprendre, on dit souvent la mafia, la corruption, il n'y a pas la corruption, la mafia. Il y a une prise de contrôle, je dirais c'est organique, hein. Une cellule plus une cellule, on est dans le complexe, c'est devenu de l'ADN, et l'ADN de l'État, comme l'ADN de la Commission européenne, est composé de ces gens-là qui ne sont que des pions apatrides. Alors quand M. Macron me parle des souverainetés européennes, je rigole. Hein. Alors, toute cette situation, parce que finalement, vous avez décrit une situation où il y a de plus en plus de défiance dans la population, y compris chez une certaine élite, hein, parce que ce n'est pas des pitres, hein, les gens qui ont signé cette tribune. Donc, faire croire que toutes les élites sont unanimement favorables à l'Union européenne telle qu'elle est actuellement est un mensonge. Pour autant, beaucoup de Français y croient encore à cette belle fable, et c'est notamment grâce à l'attitude des médias, l'attitude des journalistes que l'on peut percevoir au quotidien. Je vous propose dans ce cadre de regarder Adèle Van Riet, qui est la patronne de France Inter, qui dépend donc de Radio France et donc de vos impôts. En tant que service public, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Alors, donc, cette personne nous explique que quand on nie le réchauffement climatique, on n'a pas le droit de citer dans les médias. Sa collègue, très fière, dit « c'était pareil pendant le Covid ». Donc finalement, il y a du contrôle social totalement assumé dans les sommets des grands médias français. Oui, et puis surtout, il y a une qualification, enfin, c'est pique de la mirandole. Moi, j'admire tous ces gens qui savent tout sur tout et qui
et qui nous explique ce qu'est le réchauffement climatique. Moi, ça fait des années que je m'intéresse au réchauffement climatique. Et il ne s'agit pas de le nier, il s'agit de le questionner. Hein. Vous avez, par exemple, la langue froide du Pacifique. Hein. C'est des glaciers, il y a des courants froids, puis des glaciers qui se recomposent, quand d'autres, évidemment, la planète se réchauffe, c'est indéniable. Ben, les scientifiques les plus pointus cherchent à comprendre, hein, le Gulf Stream, etc. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Nul ne le sait. Hein. Mais j'allais dire, pardon, mais c'est très similaire à la question du Covid-19, finalement. C'est qu'on nous a expliqué qu'il y avait une vérité scientifique. Alors j'allais y venir, voilà. Pardon. C'est ça. Et pareil pour le Covid, finalement, on nous a expliqué qu'il y avait une communauté scientifique. Je ne sais pas ce qu'est une communauté scientifique, et un consensus scientifique. Il n'y a jamais de consensus scientifique. La première, peut-être l'innovation, c'est que cette absence de consensus a été portée sur la place publique par quelques pauvres personnes, dont le docteur Raoult, Alexandra Royan-Code, avec beaucoup de courage. Moi, ce qui m'a interpellé, et c'est ce qui devrait interpeller une patronne de médias, je l'ai été, et ça m'interpelle donc, et je pense que c'est une bonne curiosité intellectuelle. Moi, j'y connais rien, je ne suis pas scientifique, je connais rien aux maladies infectieuses. Mais quand vous avez Alexandra Royan-Code, qui a passé sa vie, qui a eu des distinctions internationales incroyables, à étudier l'ARN. Quand vous avez le professeur Raoult, qui a passé sa vie aussi à étudier les virus dans le monde entier et qui fait autorité. Le professeur Perron, qui était membre président du comité des vaccins, je ne sais plus quel était le nom exact, etc., les maladies infectieuses, chef de service, qui disent « Attention, on a peut-être été un peu vite en besogne, ce produit expérimental est mis sur le marché. » Moi, j'écoute ces gens-là. J'ai toujours pas d'avis. Après, comme je n'ai pas d'avis, que je ne suis pas scientifique et que je n'ai pas un microscope et que je regarde pas exactement ce qui se passe et que j'y comprends rien, ben je compile, je regarde les données, ben je vois qu'il y a des turbocancers, je vois qu'il y a des maladies, je vois qu'il y a des effets secondaires bénins, d'autres plus graves, qu'il y a beaucoup de myocardite, qu'il y a beaucoup d'AVC et qu'il y a une mortalité qui est certes lissée année par année depuis la fin du Covid, mais qui augmente dans des proportions inquiétantes. Donc voilà, comme j'avais écouté tous les jours Monsieur Salomon qui venait, tel un croque-mort, nous réciter sa leçon parce que ça aussi, j'en l'ai pas dit tout à l'heure, le macronisme aussi, c'est la gestion par la peur. Bien sûr, hein, nous sommes en guerre. Voilà, ça c'est juste, c'est pas un outil, c'est un ingrédient, c'est le carburant. Hein. On souffle un petit peu, hein. On a l'essence, on a le contenant, on a le réservoir, et puis hop, on agite l'allumette à côté. Ouh là là, c'est ce qu'il fait avec l'Europe. Hein. L'Europe peut mourir, le Covid, on va tous mourir. Monsieur Salomon, au départ, a expliqué, donné tous les chiffres, je ne vais pas faire trop long parce que on veut en sortir de cette époque, mais tous les chiffres des comorbidités. On voyait que ça augmentait de façon exponentielle à partir de 65 ans, et on voyait que les comorbidités étaient des facteurs très aggravants, très impactants pour ceux qui avaient le Covid. C'est-à-dire, globalement, la malbouffe, hein, en fait, qui entraînait de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires. Et c'était les gens en surpoids, plutôt âgés, qui avaient le plus de risques de mourir. Bon, de dire ça, c'était devenu complotiste. Comme le fait de lire les communiqués quotidiens de Santé publique France, où après le premier confinement, il était écrit noir sur blanc, attention, deuxième confinement, les gens vont se confiner chez eux, ça va être un facteur de promiscuité, les fenêtres fermées, donc ça va favoriser, parce que le virus, il n'était pas, comme l'a dit M. Macron, intelligent, il ne suivait pas dans les hypermarchés la ligne rouge. Et on a fermé les marchés à ciel ouvert, et on a laissé ouverts les supermarchés, parce que le virus suivait la ligne rouge. Donc voilà, autant d'incohérences. Et vous avez des gens, aujourd'hui, comme ça, des patronnes ou des patrons de médias, qui viennent nous expliquer qu'il y a une vérité établie, parce qu'ils ont tous fait des études d'infectiologie, hein, de criminologie, des études de géopolitique, voilà. Ils savent pas, jusqu'à présent, ils ne savaient pas trop où était la Lettonie, la Lituanie, l'Ukraine ou les pays baltes, hein, puisqu'on a vu un ancien ministre de l'Éducation nationale qui ne savait pas combien de pays baltes il y avait avec Daniel Cohn-Bendit, avec Daniel Cohn-Bendit, voilà. Donc Luc Ferry et Cohn-Bendit, le bébé de show hein, actuel. Tout ça est une tragicomédie. Ces gens-là veulent imposer un récit, veulent imposer
finalement, ce récit qui est... Il n'y a pas de complotisme, il y a juste une communauté d'intérêts bien comprise. C'est pour ça que les gens dont je parlais tout à l'heure, on dit les milliardaires, mais ce n'est pas simplement les milliardaires. C'est des milliardaires qui ont intérêt et qualité à faire des affaires avec l'État. C'est ça où ça change, parce que qu'un milliardaire achète un média, ma foi, s'il vend des champignons, ça ne dérange pas trop. Si il doit reconstruire Kiev et qu'il est dans les travaux publics, ça donne peut-être la ligne éditoriale de l'LCI, hein, etc., etc. Je m'arrêterai ici. Quand on dépend de l'État pour des marchés publics, pour la téléphonie, pour de l'Internet, pour des médicaments, pour le transport ou pour la défense nationale, on peut se poser au moins un certain nombre de questions. Et ça vaudrait certainement une véritable commission d'enquête. Alors, on vient de revenir sur les moments tragiques autour du Covid, sur cette espèce de censure et de poids dans les médias. Ça tombe bien parce que j'aimerais également qu'on consacre une partie de cette émission à ce qui est arrivé à Marc Doyer, dont l'épouse Morissette est décédée après une maladie très rapide de Creutzfeldt-Jakob. Marc Doyer l'attribue à la 2e dose de Pfizer. Quoi qu'il en soit, on sait que c'est un homme qui a vécu des moments terribles. Il a pris l'engagement envers son épouse de s'en occuper jusqu'à son dernier souffle chez lui. Et la semaine dernière, il a connu une mésaventure absolument surréaliste. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Je suis sorti de garde à vue. Donc tout d'abord, je voulais remercier tous les gens qui m'ont soutenu, parce que je viens de découvrir ces soutiens. Je voudrais remercier aussi le professionnalisme et le sang-froid des policiers, et d'un policier tout particulièrement ce matin qui est venu me cueillir, on dit comme ça, cueillir chez moi, sans prévenir, puisqu'on a quand même défoncé mes portes. Alors, heureusement, elles n'étaient pas fermées à clé, mais ça a quand même été ouvert violemment. On m'a sorti du lit et en fait, il y aurait pu avoir un drame. Aujourd'hui, je pourrais ne plus être là. C'est pas anodin de se retrouver en garde à vue avec des accusations de menaces de mort sur le président de la République. Alors, vous imaginez bien, ceux qui me connaissent, que je suis pas homme à menacer qui que ce soit et encore moins à menacer de mort. Mon combat, il est autre. Voilà, mon combat, il est dans les idées, il est dans l'humain, et j'ai jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Alors aujourd'hui, en France, on peut se retrouver en garde à vue comme je l'ai été depuis ce matin, simplement parce que vous laissez un message, sur le répondeur téléphonique d'Emmanuel Macron. Alors oui, j'avais un des numéros d'Emmanuel Macron. Et j'ai laissé un message vocal, tout simplement, il y a à peu près une quinzaine de jours, en lui demandant quand il allait prendre conscience qu'il y avait des effets secondaires et s'il attendait que ça le touche lui ou que ça le touche son épouse Brigitte. Voilà. Et alors, ça a été interprété volontairement comme des menaces de mort. Alors, je voudrais dire tout de suite que je sors et que c'est classé sans suite. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette séquence? Beaucoup de tristesse. Je connais très bien Marc Doyer. Nous sommes amis, j'ai soutenu son combat. Je trouve que c'est un homme courageux, magnifique, humain, pas du tout anti-vax. Hein. Ils y sont allés en famille, ayant justement confiance bien sûr. En la science. Et boum, l'accident. Et ce qui a été terrible, c'est que cet accident-là n'ait pas trouvé ce désarroi, ce cri d'angoisse, cette reconnaissance qu'il demandait de la part de nos institutions, n'a pas été suivi d'effet, n'a eu aucun écho. Alors il y a eu un large écho dans la population. Surtout ce qu'il réclame, c'est la vérité et une enquête. Une enquête. Il n'affirme pas, voilà. Puisqu'il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Je rappelle quand même que la plupart des pays qui ont, comme nous, confiné, imposé plus ou moins, avec une pression sociale ou carrément la vaccination, ont adressé des excuses ensuite à la population. D'abord sur la non-efficacité du vaccin. Un vaccin qu'il faut reproduire plusieurs fois. Alors on peut appeler ça boost, on peut appeler ça dose bis, dose terre, etc. Bon, il faut 3 à 4 doses.
et puis des effets secondaires importants et parfois dramatiques, qui sont répertoriés. Il y en a des milliers. Et ce qui est d'ailleurs assez fascinant, pardon de vous interrompre, mais c'est que on sait depuis presque le début de l'industrie pharmaceutique qu'un médicament, il a un bénéfice-risque et qu'il y a des effets secondaires. Donc c'est fabuleux de penser que pour ce cas-là, il n'y en aurait pas. Alors, vous voyez, c'est là aussi où c'est malhonnête parce que ça a évolué. Au départ, que nous disaient, c'était pas spécialement des infectiologues ou des spécialistes de la question des maladies infectieuses, etc. C'était souvent des néphrologues, des médecins de plateau, des psychologues de bazar qui avaient leur magazine, etc. Qui faisaient des émissions un peu olé olé et qui venaient nous expliquer ce qu'était le Covid. Au début, ils nous disaient ça. Ils nous disaient bénéfice-risque. Oui, le risque zéro n'existe pas, on a soupé de ça pendant des mois, mais c'est une pandémie, elle est mondiale, elle est énorme. On a fait des essais, on est toujours en phase, mais le bénéfice est supérieur au risque. Et puis après, plus rien. Une fois qu'on a vu que c'était peut-être pas tout à fait juste et que la part de personnes, la létalité était infiniment faible, infinitésimale. Je veux dire, personne ne nie qu'il y a eu des morts du Covid. Enfin, il y a déjà beaucoup de gens qui ont été étiquetés morts Covid. Enfin, ça n'a pas été non plus... c'était à peine calculable, le risque, la part de létalité. Bon. Donc après, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? On nous a dit anti-vax, on nous a dit complotistes, on nous a dit vous doutez de tout, platistes, enfin, Vous voyez, donc, quand on n'a plus d'arguments sur le fond, et quand il y a, justement, on n'accepte pas la sérénité d'un débat sur la place publique, on est comme la patronne de France Inter, on vient asséner dans une radio, une télé amie, où on est reçu sans contradicteur. Au contraire, au contraire. Chacun en rajoute une couche. Alors, les complotistes. Ah oui, il y a aussi les complotistes, les conspirationnistes, la conjuration de Saint-Marc, etc. En fait, ce sont des gens qui vivent dans un monde parallèle, malheureusement, ce monde parallèle, dans le monde dans lequel nous vivons ici et maintenant. Ils ont les manettes de notre monde. C'est pour ça qu'il faut les éjecter. Rien n'est plus urgent que de changer de modèle. Quand on voit que Marc Doyer s'est engagé en politique aux côtés de Florian Philippot pour les élections européennes, on peut se dire aussi que cette garde à vue est très inquiétante aussi pour la démocratie. Au-delà de l'aspect humain, où on se dit ce pauvre homme a déjà suffisamment souffert, c'est pas la peine de le harceler en plus, pour visiblement en plus des faits qui n'étaient pas du tout avérés. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a aussi une portée politique. Vous savez ce que disait Roland Barthes, le fascisme, c'est pas empêché de dire, c'est obligé à dire. Et aujourd'hui, le pouvoir macroniste, avec ses serviteurs zélés, que sont les journalistes, malheureusement, oblige à dire un certain nombre de choses sur l'Europe, sur la science, sur le Covid. Bon. Et évidemment, la liberté d'expression ne peut pas être à géométrie variable. On a vu pratiquement en même temps cette garde à vue spectaculaire de Marc Doyer. Les policiers chargés de l'interroger ont vu effectivement ce qu'il y avait dans le téléphone portable. On rigolait, ça a été classé sans suite. On en a, mais n'empêche que ça a une forme une vertu d'avertissement. Si vous m'emmerdez, c'est ça qu'a dit Macron, je prends le mot parce que c'est lui qui aime bien l'utiliser. Si vous m'emmerdez, vous allez être mis en garde à vue, voilà ce qui va vous arriver. Il est arrivé la même chose à, finalement, qu'on aime ou pas, je ne suis pas là pour juger, Mathilde Panot, présidente de groupe à l'Assemblée nationale, convoquée par la police, où la candidate qui est en 7e position, Rima Hassan, sur la liste de la France Insoumise. Je vous propose qu'on écoute Clémence Guettet, justement, qui est députée LFI du Val-de-Marne et raconte cette affaire. Mathilde Panot, la présidente du premier groupe parlementaire d'opposition à l'Assemblée nationale, est convoquée pour apologie du terrorisme par la police la semaine prochaine. C'est extrêmement grave parce que c'est sans précédent dans l'histoire de la Ve République qu'une présidente de groupe soit convoquée à la police pour une expression politique, en l'occurrence parce que Mathilde Panot, comme nous toutes et tous à la France Insoumise, porte la voix de la paix et nous demandons avec force un cessez-le-feu à Gaza depuis des mois, alors que la France tergiverse en la personne de M. Macron.
Alors encore une fois, là on est dans le cadre purement politique, donc qu'on partage ou non les opinions de la France Insoumise, qu'on partage ou non la teneur du communiqué qui avait été fait, on peut quand même s'interroger de cette pratique qui consiste à mettre une présidente de groupe de la questionner, de la convoquer pour la questionner. Pour apologie du terrorisme, ce qui est quand même en plus partout dans les médias. Donc on affiche quand même l'étiquette apologie du terrorisme à un député. C'est pas terrible, comme étiquette, on s'en passerait. Après, on peut combattre effectivement les positions de tel ou tel parti, de telle ou telle formation, présente au Parlement, ou pas d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? À quoi on assiste, en fait? À une criminalisation de la parole, à une criminalisation de la pensée. C'est pour ça que je parlais du fascisme qui obligeait à dire, et le fascisme vous oblige à dire 2 syllabes. Macron, quoi. En dehors de Macron, point de salut. Ouais. C'est assez symptomatique que, parallèlement à ça, de façon tout à fait simultanée, vous ayez des patrons de médias qui viennent expliquer doctement et de façon incroyablement assumée et désinhibée que oui, il y a des gens qu'il ne faut pas interroger, qu'il ne faut pas inviter. Ils l'assument. En fait, ils nous disent on est macroniste et c'est très bien comme ça. Et on vous emmerde, les amis. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. Et donc, voilà à quoi nous sommes confrontés. Moi, vous savez, j'ai pris la défense de RT France. Et j'étais indépendant, mais j'ai un peu travaillé pour cette chaîne. Il y avait une émission, je faisais des reportages, et puis une émission de débat politique. J'ai toujours été libre. Et vous me connaissez, je suis quelqu'un de foncièrement libre et foncièrement indépendant. Je dis toujours ce que j'ai à dire. Personne ne m'a jamais donné un ordre. Je n'ai jamais accepté une invitation d'un homme politique. Un homme politique ne m'a jamais donné un ordre, ni un centime. Toutes mes interventions télévisuelles sont gratuites. Et même mon actionnaire ne m'a jamais donné un ordre. Et je parle sous votre contrôle, et tout le monde pourra le vérifier. Je n'ai moi-même jamais donné un ordre à un journaliste. Jamais. Et pour moi, c'est ça, le journalisme, premièrement. Cette chaîne a été supprimée. Tous les journalistes étaient français avec des cartes de presse françaises. Elle a été supprimée par Madame von der Leyen et Monsieur Macron, d'un trait d'un seul, alors qu'elle respectait sa convention avec le CSA devenu Arcom. Si j'en parle, c'est pourquoi. Pourquoi j'en parle? Le SNJ, Probation syndicat de journalistes, n'a rien dit. Ils ont fait un tweet, je les ai interpellés, mais il en a fait un tweet. Un tweet. Moi, je me serais enchaîné à l'Élysée, j'aurais exigé d'être reçu et que cette chaîne soit rétablie dans ses droits, puisqu'elle respectait ses droits. Les journalistes se sont tus. Les hommes politiques se sont tus. Si on met tout ça bout à bout, on peut compter les journalistes et les hommes politiques qui ont parlé sur la main du baron Empin. Les plus anciens comprendront. C'est du Desproges. Mais, enfin, non, mais... Allez, il y a une dizaine de personnes en France qui se sont élevées. Et la vraie question, c'est que on ne peut pas défendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, une liberté d'expression à géométrie variable quand elle nous arrange. Parce que finalement, on est toujours attrapé par la patrouille. On pense passer à travers les gouttes, on pense être plus rapide que l'orage. Mais ce qui est très intéressant, justement, Didier Maistre, parce que j'allais dire, là on a écouté tout à l'heure les grands patrons de presse publics, etc., etc., mais ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde perçoit cette chape de plomb sur des sujets très importants. C'est la Russie, c'est l'Ukraine, c'est l'Europe, c'est typiquement la fermeture d'RT France, et tout le monde se dit, bon... C'est pas terrible, mais je vais rien dire parce que sinon la foudre, voilà. C'est sur moi qu'elle va s'abattre. Et c'est ça le pire. Vous savez, moi je parle souvent d'autocensure. Et moi j'en veux beaucoup à tous les gens, pas aux citoyens, mais à tous les gens qui pourraient ou qui devraient dire quelque chose. À tous les gens qui doivent, qui peuvent, mais qui doivent dire quelque chose. Quand la censure s'exerce, on doit dire quelque chose. Quand on n'est pas d'accord, on doit le dire. Parce que sinon on regarde passer les trains, et les trains, comme chantait Rita Mitsuko, qui ne s'est pas laissé embrasser Catherine Ringer par le président de la République, et elle a bien fait, il a un peu la main leste, nous allons dire. Le petit train s'en allait dans la... Elle a quand même participé à la cérémonie, donc elle était partiellement d'accord avec Voilà, mais disons, voilà, le petit train dans la campagne, etc. Et puis on voit, après, il va où le petit train? Après, il va à un endroit, on referme les portes, et puis il y a écrit douche dessus. Hein, puis voilà. Donc moi, je suis très sensible à toute la chaîne de commandement, ne serait-ce que de façon tacite et lâche. Il y a un moment, vous voyez quelqu'un qui se fait agresser ou qui tombe, vous faites comme vous
tournez le regard et puis vous faites semblant d'aller rattraper votre bus. Tout le monde peut faire ça. Mais essayez d'être un peu plus grand que ce qu'on est, de transcender parfois nos peurs, nos doutes. C'est le métier de lanceur. Enfin, le métier, c'est même pas un métier, c'est une vocation, puis on l'est qu'une fois dans sa vie. On devient lanceur d'alerte. Il faut du courage, parce qu'on sait que derrière, après, les conséquences, elles sont très lourdes. Sociales, économiques, familiales, amicales. Vous êtes détruit après ça, financière. Donc, quand on choisit des métiers à vocation, comme Samuel Paty, on ne peut pas se contenter ensuite d'avoir une institution qui met la poussière sous le tapis et qui allume des bougies et qui fait des marches. Ça, les gens n'en peuvent plus. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les politiques, quand quelque chose vous heurte, ayez des convictions. Je vais le dire comme ça. Ce poids, donc on voit bien que l'État met du poids sur les médias, sur les personnalités pour de temps en temps leur faire comprendre qu'il vaudrait mieux se taire, etc. On l'a vu aussi avec le numéro 3 de la liste du Rassemblement national, Fabrice Leggeri, qui était l'ancien patron de Frontex, l'agence européenne pour les clandestins, les migrations, etc., etc. Il est poursuivi par la Ligue des droits de l'homme et Utopia 56 pour complicité de crimes contre l'humanité. Là encore, n'ayons pas peur des mots. Bon. C'est grotesque. Non, mais si vous voulez. Mais il y a une imbrication de ces officines avec la justice. Non, mais tout est dévoyé, l'absolu et le relatif. Nous sommes sur un continent européen qui est soumis à des migrations. On a laissé ça aux partis extrémistes, parce que les partis dits de gouvernement ou auto-proclamés de gouvernement n'ont jamais voulu s'en mêler. Bon. Il y a le principe c'est une directive qu'il faudrait changer, le pays qui accueille doit se débrouiller. S'il a des frontières maritimes, il doit se débrouiller. Nous ne sommes, comme je le dis depuis longtemps, j'ai l'impression de radoter, qu'au début des processus de migration, qui vont être économiques, politiques, et évidemment militaires, pour des questions de droits de l'homme, et aujourd'hui, sans doute, climatiques. Et j'y rajouterai, peut-être le plus important, qui sous-tend tout ça, démographique. Parce que quand vous voyez vous avez raison. La pyramide des âges, notamment en Afrique, et que vous voyez une Europe vieillissante qui n'arrive même pas, et encore la France est un des pays qui s'en sort le moins mal, à renouveler sa propre population, vous vous rendez compte que les débats qu'on a, qui sont un franco-français, sont quand même très décalés et pour le moins lunaires. Donc une fois qu'on regarde factuellement les choses comme ça, on dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va aider les pays dont je viens de parler, notamment subsahariens, à se développer ? Est-ce qu'on construit des murs de plus en plus haut, etc. Est-ce qu'on ne partage pas ? Est-ce qu'on réfléchit autrement ? On ne peut pas face à ces défis, comment regardez-vous la ligne politique de gauche, d'extrême gauche, des gens que vous avez peut-être côtoyés chez les Insoumis? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni et de façon de se réfugier derrière? On est humaniste, on est solidaire, etc. C'est le problème de la gauche à l'épreuve du pouvoir. Finalement, la gauche, une certaine gauche en tout cas, elle a toujours des rêves d'humanisme, parce qu'elle fait primer la personne humaine, les valeurs humaines, les valeurs du cœur. La Terre n'est qu'un grand pays, nous sommes tous frères, donnons-nous la main. Très bien. Mais est-ce qu'elle n'est pas inconséquente? Parce que concrètement, quand il y a ces migrations, qu'il y a ces petits-enfants qu'on retrouve sur les plages, d'ailleurs que tous les médias se plaisent à nous montrer, à nous remontrer, etc., etc., est-ce que ce n'est pas l'inconséquence des politiques de gauche, justement, qui produisent ces drames? Encore une fois, on ne le fait plus parce que c'est plus à la mode, mais si on fait un parallèle avec l'Australie et la politique qui a été menée là-bas, avec les fameuses affiches « No way », aujourd'hui, plus aucun migrant, comme on dit, se noie pour aller sur les côtes australiennes, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'avenir dans ce sens-là. Il faut une politique, on dit souvent une politique ferme, etc. Il faut surtout une politique claire. Et la France, l'Europe n'a pas de politique claire, premièrement. Deuxièmement, elle met une charge émotionnelle beaucoup trop forte sur la question. Elle en fait des enjeux... Au mauvais endroit, en plus. Au mauvais endroit, politique, etc. Bien sûr que c'est une question politique. Moi, j'ai évolué sur le sujet. Par exemple, j'étais au nom de la République française et du creuset dont nous avons les uns et les autres bénéficié. Parce que la France, c'est une carte, un territoire, mais c'est aussi une idée. Moi, j'ai des ancêtres qui sont morts pour devenir français. Pour devenir français.
Donc je suis très attaché au droit du sol aussi, parce que je... Enfin, devenir français, c'est pas venir en France. Hein. Ah non, voilà, non, mais ça veut dire se battre, ça veut dire verser son sang, ça veut dire... Il n'y a pas un centimètre carré de ce pays, de notre pays, qui ne soit une flaque de sang. Et la flaque de sang, on l'a retrouvée sur le drapeau, mais c'est l'œil, malheureusement, des Gilets jaunes que M. Macron a éborgné. Bon, je referme la parenthèse. Mais vous voyez, cette question-là, elle est fondamentale, elle est cruciale. Et il y a, oui, une espèce de lutte interne, parce qu'à gauche, en tout cas, dans cette gauche humaniste, cette tradition, on n'a pas voulu voir les problèmes. Et on a abandonné ces problèmes. Moi, je suis pour parler de tout. Et d'ailleurs, j'ai fait une initiative, avec un média, Aude Lancelin et Harold Bernat, QG, pour justement essayer, de parler de tout, de toutes ces... Il faut parler d'identité. Ça ne veut pas dire qu'on va aboutir à le français, le portrait, l'archétype du français, il faut qu'il soit français depuis... Non, non, on aborde toutes les questions, parce que la nature a horreur du vide, et parfois, il y a des gens qui vont se saisir de questions, et les citoyens vont se laisser berner, parce qu'ils disent « lui, il en parle au moins ». Donc, il faut parler de tout. En démocratie, il n'y a pas de sujet tabou. Oui, la gauche a raison d'être dans l'absolu, parce que c'est l'absolu qui nous fait avancer. Hein. Victor Hugo, c'est de l'absolu. Mais la gauche a eu tort de ne pas se situer dans le relatif, parce que Victor Hugo, c'est aussi du relatif. C'est-à-dire, c'est accepter de se mettre derrière une table et d'écrire 12 heures par jour, comme Balzac, comme un sportif de haut niveau. Comme disait Hugo, justement, le talent, je ne sais pas ce que c'est, 5% de talent, 95% de transpiration. C'est ça le talent, en fait. Hein. C'est ça la réussite. Donc, c'est dans ce va-et-vient spéculaire, dialectique entre le relatif et l'absolu qu'on peut trouver des voies d'espérer. Et d'une certaine manière, d'être trop dans le relatif, comme le fait Zemmour, par exemple. Chaque fois, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes. Bon, il ne dit pas les Arabes, il dit les musulmans, le judéo-christianisme. Ok, très bien, ça ne règle pas le problème hein, de crier sans arrêt au loup. Et de dire l'humanité, 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 ça ne règle pas non plus les problèmes. Donc, moi, je suis pour les statistiques ethniques, et c'est ça que je voulais dire aussi. J'ai évolué, j'étais contre au début. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se compter pour sortir des fantasmes. Est-ce que vous êtes capable de me dire combien de gens d'origine immigrée, maghrébine, tiens, il y a en France? Vous parlez avec les musulmans, ils vous disent 15 millions. Officiellement, c'est quoi, 2,5 millions, 3 millions? On ne sait pas. Donc on parle, on nourrit, chacun fait ses projections, nourrit de sa propre peur, de sa frustration, de ses espoirs, de ses colères. On parle d'un objet scientifique qui n'existe pas, qu'on n'arrive même pas, qu'on nous empêche de déterminer. Pareil pour le Covid. C'était très bien d'avoir les comorbidités, les âges, les maladies dont on pouvait souffrir par classe d'âge, par classe socio-professionnelle, par typologie de maladie. On fait une carte et puis on se rend compte de qui est exposé, qui est moins exposé, et on a des politiques pour y répondre qui sont, me semble-t-il, moins dans les grands principes. Encore faut-il être certain de la véracité des données qui sont affichées. C'est encore autre chose. Mais pourtant, en France, on a quand même beaucoup d'organismes de collecte. Hein. C'est pas faux. J'aimerais rester sur cette question de la gauche qui parfois semble, en tous les cas, perdre un peu ses repères. Parmi les grands sujets qui ont secoué l'actualité, il y a évidemment le tweet qui relayait la naissance de 2 petits bébés issus d'une GPA pour le designer français Jacques Mus. Marion Maréchal a réagi à cette photographie en disant par tweet « Où est la maman ?» Rima Hassan, encore, celle dont on parlait tout à l'heure, qui sera sur la liste pour les Insoumis, a été très choquée. Elle a répondu de manière assez incorrecte à Marion Maréchal. Et je pense qu'elle a été très surprise des réponses qu'elle a reçues, parce qu'il y a une grosse divergence dans le camp de la gauche face à cette pratique de la GPA et de la gestation pour autrui. Vous voyez, moi, c'est ce que j'appelle ça la toxicité par capillarité. En fait, Rima Hassan a réagi à ce qu'elle vomit, exècre, Marion Maréchal, la blonde aux yeux bleus qui défend Israël et qui est une fille Le Pen. C'est tout ce qu'elle déteste. Quoi. Bon, donc, dans sa tête... Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, elle ne serait pas favorable à la GPA.
Alors voilà, non mais... C'est pas tout à fait ce qui semble émaner non, mais de... Ce qui est intéressant, c'est que, si je le fais exprès, c'est qu'elle s'est concentrée, finalement, non pas... Sur le message, mais sur les metteurs. Sur le message, mais sur l'émetteur. Évidemment, où est la maman? C'est pas parce que Marion Maréchal ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella disent qu'il fait beau, s'il fait beau, je vais pas vous dire il pleut. Donc où est la maman? Moi, vous savez, je me suis engagé contre la GPA et ça fait une 12aine d'années. À l'époque du mariage pour tous et même avant. Et j'avais dit, la GPA, ça pose un certain nombre de problèmes, notamment l'exploitation de la mère, parce qu'il faut faire un enfant, hein, et donc pour faire un enfant, dans l'état actuel des connaissances, il faut un utérus, et pour avoir un utérus, il faut une femme. Voilà. Donc arracher un enfant à une femme qui vient d'accoucher, c'est d'une violence inouïe. C'est d'une violence inouïe pour la femme, parce qu'on nous dit toujours c'est de l'altruisme, etc. Non, c'est pas de l'altruisme. Hein. Ce sont des pauvres femmes, très pauvres, peu éduquées à 99%, et souvent forcées, parce qu'il y a des services vraiment bien organisés, des réseaux. Hein. Il y a encore un hôpital qui a été démantelé en Grèce récemment, ou en Ukraine aussi, c'est une des spécialités. Premièrement, c'est hyper violent pour la femme, et donc pour les femmes en général. Les femmes doivent disposer de leur corps. C'est d'une violence inouïe pour l'enfant. On peut avoir un désir d'enfant, mais on n'a pas de droit à l'enfant. On a des droits de l'enfant. L'enfant qui naît, c'est comme ça aussi, c'est un bug du cerveau. Peut-être que c'est le paradis, l'Éden oublié, je ne sais pas. On a besoin d'avoir des racines. Et quand vous parlez avec des gens issus de la GPA, ils ont besoin d'aller vers leur mère biologique. C'est comme ça. Avant d'avoir l'âge de raison, ils le ressentent au plus profond d'eux. Quand ils sont en âge de le verbaliser, de l'objectiver, de le comprendre, de l'analyser, ben ils font le voyage et puis ils développent souvent des pathologies mentales, de la psychiatrie, des addictions à l'alcool, à différentes drogues. C'est ça la réalité. Et puis, la réalité, c'est surtout le fric, l'argent, le pognon, le cash, la thune, le grisby, quoi. 120, 130, 150 000 euros avec des contrats en bonne et due forme. Vous savez que des contrats, on vous remplace votre enfant si vous n'en êtes pas content. Vous pouvez acheter ça comme une voiture avec des options. Et si elle ne vous plaît pas, vous la rendez. Et quand vous rendez cet enfant, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont placés dans des orphelinats. Mais vous vous rendez compte de la violence? Alors moi, je veux bien que ce soit moderne, que ce soit... Et je veux bien qu'on me traite de conservateur. Je m'en fous complètement, je m'en fiche. On tamponne le coquillard, comme disait Queneau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé et l'intégrité des gens les plus fragiles. Les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants, d'abord. Et puis, point barre. C'est un clin d'œil à Floriane Janin, dont l'émission s'appelle comme ça. Sans doute. Mais vous voyez, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui est très grave. Ce désir d'enfant, je ne le nie pas. Depuis que j'ai fait cette sortie, j'ai beaucoup de gens de médias que je connais qui ont privé en me disant « Pas toi, tu ne peux pas dire ça ». Mais je le dis. Je ne nie pas leur désir d'enfant. Je dis que si on ne choisit pas son orientation sexuelle, on la subit. Ou si on ne la subit pas, on la vit, en tout cas. Bon, elle nous tombe dessus. On ne la réprime pas, ok, très bien. Et c'est très bien que ce soit plus criminalisé en France, Dieu merci. C'est pas non plus obligé de faire du prosélytisme et de devenir un modèle de société. Je ferme la parenthèse. Mais les enfants, ils n'ont rien demandé, les enfants. Le désir d'enfant, de faire peser ça, et je ne parle même pas d'homosexualité, parce que ça aussi c'est un faux débat. Je rappelle, pour tous nos téléspectateurs, que les couples hétérosexuels sont très largement supérieurs, qui ont recours à la GPA, sont très largement supérieurs aux couples homosexuels, aux couples de même sexe. Donc là aussi, on raconte n'importe quoi. C'est pour ça que je parlais de toxicité par capillarité, c'est-à-dire, il y a quelqu'un d'extrême droite qui a dit « Où est la maman ?» Donc elle est homophobe, donc elle est raciste. Donc la GPA, ceux qui râlent contre la GPA, c'est pas pour les femmes et pour les enfants, c'est parce qu'ils sont racistes, homophobes et rétrogrades. Et tous les débats dans la société française sont pollués par ce triptyque qui est une infamie. C'est les points Godwin, finalement, permanents. On multiplie les points Godwin, mais les points Godwin, jusqu'à présent, ils avaient des grandes idéologies. Hein, voilà, c'est
reducto ad Hitlerum. Et puis, on l'a entendu ça, hein, vous avez vu cette semaine, les 10 jours qui viennent de passer, Goebbels, Doriot, Daladier, tout le monde a eu droit à sa figure de proue, à son personnage historique totem, si j'ose dire. Mais, sauf que ces points Godwin sont devenus, si vous me passez le mauvais jeu de mots, des points G, c'est-à-dire qu'ils sont devenus, par une acronymisation, une simplification, des points Goldwyn de notre propre intimité, de notre univers mental, de nos tripes et de nos sexes. Mais comment vous vous rendez compte dans quel univers on évolue? Mais on ne peut plus parler de rien. Mais alors précisément, comment dans cette atmosphère pesante, où concrètement chaque sujet est devenu quasiment un tabou, on peut espérer renverser la table, j'allais dire, parce que c'est une conversation que j'avais eue une fois avec Étienne Chouard. C'est bien gentil de vouloir faire voter tout le monde, etc. Mais quand les gens sont informés uniquement par des médias qui trient leurs informations et qui anglent leurs informations, qu'est-ce qu'il faut en espérer en fait? Rien ne résiste à l'effort continu. Le problème des médias mainstream, ils restent, il ne faut pas se mentir, très puissants. Ils ont des primes, ils ont des sites internet avec des replays, etc., beaucoup de moyens, mais surtout, ils ont, quoi qu'on en dise, et là je vais faire un peu de marketing, hein, l'avantage de la marque. C'est-à-dire, ça a été dit sur TF1, boum, estampillé, ils l'ont dit à la télé. Bah, d'ailleurs, c'était un label presque. Voilà, c'était un label. Bon. Oui, mais sauf que quand on se livre un petit peu à l'analyse, on regarde comment les gens s'informent, à la fois sur le nombre de médias présents sur Internet, sur le nombre de vues générées par les chaînes YouTube, d'où la censure et les algorithmes, parce que là, ils ont compris qu'il y avait une faille, et que la seule faille aujourd'hui qui est ouverte, c'est des médias comme vous, hein, comme nous, des gens qui prennent la parole, qui sont ni complotistes, ni excités, ni je ne sais quoi, ni... homme-oiseau, dans le complot interstellaire. Enfin, non, mais encore éveillés, quoi, tout simplement. Encore éveillés, hein, qui appellent un chat, et qui font leur marché dans les différentes idées, qui les confrontent à la fois au réel ou qui les confrontent à d'autres idées en les matinant d'expérience. Bon, c'est une démarche, j'allais dire, rationnelle. C'est une démarche française. Je veux dire, tu penses ça, je pense ça, on discute, on s'étripe, on va boire un coup au bar et éventuellement on se réconcilie à la messe, même si tu es anticlérical. Et puis c'est ça la France, c'est ça la nature profonde de la France. Donc ça, ils sont en train de l'animer, de nous violenter. On a vu avec Marc Doyer ou la convocation par la police. Ils normalisent les comportements, ça c'est les QR codes, les Jeux Olympiques, on va peut-être en parler. On gère là aussi les comportements. Et si ça ne suffit pas, il y a l'insulte et la peur, qui sont des petits parfums d'ambiance qu'on vous met comme ça. Oh là là, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Et puis si vous continuez à avancer, après ce jet gazeux, on vous dit complotiste, poutinolâtre, tu vas mourir, etc. Donc les gens, à un moment, quand on vous dit ça, vous ne pouvez plus vous exprimer, on vous promet 1000 ans de prison, on vous arrache un œil, une main, on vous prive de travail, de salaire, de reconnaissance sociale. Et j'ai vu cette pauvre fille qui a été éborgnée, qui n'arrive même l'État à contester le remboursement d'un œil. Mais vous vous rendez compte de la violence du truc? C'est-à-dire, c'est une jeune fille qui va manifester, qui se fait éborgner, qui ne peut plus travailler, qui a les troubles de l'attention, qui a le visage et le front complètement déformés, qui se bat, qui est toujours vivante, qui est toujours debout, de moins en moins, malheureusement, la pauvre. On va lui contester le montant de l'indemnisation. Mais quand vous en êtes là, ça devient très difficile. Mais moi, je crois beaucoup à la micro-action. Hein. Je crois que, je vous parlais tout à l'heure du complexe, de l'ADN, des petites cellules. Je pense plus, je crois pas plus trop au grand soir, mais il faut que tous les éveillés comme ça, on arrive à se parler, à communiquer, à se donner la main. Il n'y a pas de petite action. Vous savez, comment faire péter un barrage? C'est très simple. Hein. C'est pas la peine de mettre 1000 tonnes de TNT. Vous faites un petit trou en bas de la taille d'une aiguille, et puis l'eau s'infiltre et le barrage finit par exploser. Donc faisons des petits trous d'aiguilles un peu partout, et l'eau finira par tout emporter. Ça peut paraître long. Si on avait la solution, tout le monde l'aurait expérimenté. Ce que fait Étienne, c'est admirable. Il y en a d'autres. Faire ces ateliers, tout ça participe de l'éveil.
Et je pense que les gens comme nous, il faut qu'on puisse nourrir la réflexion. Et quoi de mieux pour la nourrir que de la permettre, que de la permettre, de la laisser se sédimenter, se développer, se confronter. Parce que c'est comme ça que les gens se réapproprieront le politique. Très rapidement, Didier Maistre, parce qu'on l'a évoqué à 2 reprises dans cette émission, sans aller vraiment au fond des choses, les Jeux Olympiques se profilent, c'est le 26 juillet. Des nouvelles technologies promettent de chambouler la vie, notamment des Parisiens, mais de tous ceux qui voudront assister aux compétitions. Parmi celles-ci, on l'a vu, les caméras algorithmiques, mais également ces zones grises qui pourront invalider le fonctionnement de certaines cartes bleues, c'est-à-dire que finalement on ne pourra plus faire usage de son propre argent dans certaines zones à cause d'un partenariat financier avec Visa. Beaucoup, y compris d'ailleurs les syndicats, ont commencé à expliquer que les Jeux Olympiques devaient être une tribune de contestation politique. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Évidemment, vous savez, je pense que tout le monde, vous venez de le résumer, ce monde est fou, où est le sport là-dedans, quoi, hein. Il y a beaucoup de partenariats business, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de contrôle, on parle beaucoup de sécurité. Pour l'instant, on n'a pas trop parlé ni des performances, ni du nombre de médailles. Personne ne sait rien sur rien. On sait qu'on a évincé la Russie, donc déjà, c'est une perspective plus heureuse pour les médailles. On sait qu'on a évincé la Russie, ce qui est un véritable scandale du point de vue de l'olympisme et des valeurs de l'olympisme. Quand on regarde la charte de l'olympisme, on en est très très loin. Enfin, tout ça n'a plus... Pas très Coubertin, on dit. Pas très Coubertin, mais tout ça n'a plus aucun sens. Mais en vérité, vous voyez, ça rejoint votre précédente question sur le monde mainstream et sur le monde qui ne l'est pas. Le monde mainstream a ses lois, ses codes, ses médias, ses jeux du cirque. Il s'organise avec ses réjouissances, avec sa parole, avec ses médecins, avec ses journalistes, ses philosophes, ses conducteurs de bazar, ses bretteurs de foire, ses garçons bretteurs, ses garçons coiffeurs. Et ils s'affrontent dans des faux débats. Oh, les Balkans, oh, les pays baltes. Et c'est la société du spectacle, très bien décrite par Monsieur Debord, par Guy Debord. Fin de la société du spectacle, où Gilles Lipovetsky parlait de l'ère du vide. Nous sommes en plein dans l'ère du vide. Le macronisme et la société telle qu'elle s'est développée depuis 7 ans, mais ça avait commencé avec Monsieur Sarkozy et sous Monsieur Hollande aussi, c'est la magnification du vide. C'est-à-dire, ce sont des outres pleines d'air. Voilà, donc ils ont leur jeu, ils ont leur monde. Et bien nous, à côté, il faut qu'on ait aussi notre monde, nos médias. Il ne faut pas lutter frontalement, parce que de toute façon, on a moins de moyens, on n'a pas la force légitime, c'est-à-dire pas la force de la police, pas la force de l'armée. On n'a pas le droit de circuler librement, on ne peut plus circuler librement. On n'a pas le droit de retirer son argent, on n'aura pas le droit d'aller au restaurant, on n'aura pas le droit parfois d'aller chez soi, si on n'a pas signé tout un tas de documents. Et il y a une enquête de police, d'ailleurs. Voilà, avec 11 fichiers, d'ailleurs. On va être confronté à 11 fichiers. Mais le paroxysme de ça, c'est que vous avez la présidente de la région Île-de-France qui découvre une note visiblement faite par ses services. On voit, c'est des PowerPoint, elle les découvre. Et elle nous explique, avec cette façon de parler qui lui est propre, faite à la fois de je m'en foutisme et d'une espèce de grandiloquence un petit peu vulgaire. Elle nous dit, vous prenez les transports en commun, là, vous descendez. Alors, si c'est trop bourré, vous regardez, c'est simple, vous prenez un métro. Si vous avez une destination A, si vous voyez que la destination A, elle est trop prise d'assaut, vous descendez un petit peu avant, à B, ou un petit peu avant, à C. Mais vous vous rendez compte du truc. C'est-à-dire que vous êtes dans un métro déjà bondé. Elle vous propose de descendre avant, ou de laisser monter des gens pour que le métro soit encore plus chargé et de descendre après pour désengorger la station. Mais quand je dis quand on en est à ce niveau de folie furieuse en marche, d'imbécilité crasse, d'idiotie institutionnalisée, que le prix du billet de métro est en train d'exploser, que
la région Île-de-France ou ces régions qui lèvent l'impôt, on se demande, il y a au moins 2 échelons administratifs en trop dans notre pays, et 600 000 élus, excusez du peu, des économies, moi je vais vous en trouver, hein. Il n'y a pas de problème. Ces gens-là vont vous expliquer que pour être bien à Paris pendant les JO, il vaut mieux être ailleurs. Et puis c'est pas grave de marcher, de toute façon c'est bon pour la santé, elle nous a dit. Mais vous vous rendez compte ? Non mais c'est juste incroyable de dire ça. Quand vous allez... Pourtant, il faut y croire, c'est réel. Bah oui, non, mais il faut y croire. Bah oui, de toute façon, c'est bien sécurisé. On a vu les ailes du Moulin Rouge se casser la figure il y a 2 jours. Donc c'est parfait, hein. Tout va bien, tout est sous contrôle, everything is under control. Madame Hidalgo, qui n'est pas endettée, hein, parce qu'elle a dit que tout allait bien. Oh, you know, Mr. Trump, it's like no Belarus and not Russian people. Oh no, it is not possible. C'est ce qu'elle a dit. Elle a fait une conférence de presse pour dire ça. Serre Arnott, bienvenue, the Russian people. Non mais, vous vous rendez compte, elle va se baigner dans la Seine avec M. Macron, qui s'y baigne, qui s'y... Je ne vais pas dire des trucs méchants, qui patauge dans les eaux très saines de la Seine, et nous irons les applaudir et leur lancer des petits matelas gonflables. Voilà ce que j'ai envie de leur dire à ces gens-là. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Didier Maisto pour avoir peint et dépeint cette société actuelle en France. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous l'ai dit et je vous le répète, pardon d'insister, mais c'est vraiment important. En ce moment, YouTube ne nous fait pas de cadeau, alors je compte vraiment sur vous pour penser à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça prend 2 secondes et vraiment ça change tout. Pensez à laisser vos commentaires en bas, puisque je les lis chaque semaine et je vous réponds souvent à la plus grande surprise de certains d'entre vous. Pensez également à envoyer cette vidéo au plus grand nombre, parce que tout ça, ce sont des petits gestes, mais ça nous aide beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.